Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lorcanalyse. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles du jeu Lorcana. Pourquoi faire une vidéo sur les règles du jeu maintenant? Tout simplement parce que les boutiques commencent à avoir du réassort sur le chapitre 1 et 2 de Lorcana, ce qui va permettre à un plus grand nombre de joueurs de se mettre au jeu. Et je pense que du coup, c'est le bon moment pour faire ce type de vidéo. Si vous ne savez pas encore jouer à Lorcana et que vous souhaitez découvrir et potentiellement commencer ce jeu, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Alors, qu'est-ce que Lorcana? Tout simplement, c'est un jeu de cartes à collectionner et à jouer, comme Yu-Gi-Oh!, Magic ou Pokémon, pour ne citer que les plus connus. Et en fait, les cartes Lorcana représentent tout l'univers de Disney au sens large, comme certains personnages représentés de manière assez familière, comme dans les films de Disney. Par exemple, ici, je vous montre la carte de Cendrillon, qui reprend bien en fait le personnage de Cendrillon dans le dessin animé. Mais aussi, il y a des cartes qu'on appelle Dreamborn, donc il y a une petite notation ici sur la carte qui dit qu'en fait le personnage est entre guillemets revisité, il est magnifié. Donc ici on voit Alice, la carte s'appelle Alice en pleine croissance, donc Alice a grandi, comme on peut voir aussi dans le film, mais cette fois-ci encore plus exagéré. Mais aussi des personnages qui vont complètement à l'inverse de ce qu'on connaît dans les dessins animés. Par exemple ici le Gaston qui a la notation Floatborn, et donc on sait que c'est des personnages complètement revisités. Et donc là c'est Gaston fort du cerveau, donc on le voit très intelligent, ce qui est complètement l'inverse évidemment dans le dessin animé. Donc ce qui est plutôt sympa de pouvoir revisiter en fait tous ces personnages. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer les différents types de cartes et puis ensuite on va aller plus vers comment jouer, quel est l'objectif lors d'une partie de Lorcana. Donc c'est parti, donc là en face de la caméra on n'a que des personnages. Qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte personnage? On retrouve évidemment l'illustration, le nom de la carte avec une annotation, puisque il peut y avoir plusieurs cartes d'un même personnage. Il y a plusieurs cartes Cendrillon, il y a plusieurs cartes Gaston, et donc pour les différencier, il y a cette petite annotation. Donc là ici, Cendrillon fait sensation au bal, donc il y aura d'autres cartes Cendrillon. Ici en haut à gauche, on peut voir le coût de la carte pour qu'elle puisse être jouée. Et autour du coup, donc là cette carte là coûte une ressource à jouer, et elle a autour une spirale qui veut dire qu'elle peut être transmutable en encre, et l'encre en fait est notre ressource pour jouer des cartes. Et ici par exemple si on voit le Gaston, il n'a pas cette spirale, ce qui veut dire qu'il n'est pas transmutable en encre et donc il ne pourra pas aller dans notre ressource, dans notre réserve en fait d'encre pour jouer des cartes. Ici une valeur d'attaque, une valeur de point de vie, on appelle ça la volonté dans l'Orcana, un texte où on peut voir différents effets selon les cartes, et ici ce qu'on appelle un éclat de l'or. Donc certains personnages peuvent collecter des éclats de l'or, on va voir ça par la suite. Donc là Cendrillon en a un, Alice 1, et le Gaston ici peut en collecter 3. Donc on reviendra comment collecter des éclats de l'or et à quoi ça sert plus tard. En dessous, on voit la rareté des cartes. Donc pareil, je vais vous expliquer les différentes raretés par la suite. On va passer aux cartes objets. Voici une carte objet. Donc on retrouve toujours en haut à gauche le coût de la carte pour être jouée, si elle est ancrable ou non. Ici, on voit que c'est bien un objet, c'est forcément indiqué ici. Et ensuite, l'effet de la carte et sa rareté. Quand on joue un objet, il reste sur le terrain tant qu'il ne nous demande pas d'être banni. Par exemple, cette carte peut être bannie pour retirer 2 jetons dommages, mais sinon, l'objet reste sur notre terrain tant qu'il n'est pas banni. Troisième type de carte, ce sont des actions. Donc là, ce sont des cartes qui ont des effets directement une fois qu'on les joue. Donc on retrouve à nouveau le coût de la carte, si elle est ancrable ou non, le nom de la carte, on voit bien que c'est une action. Et en dessous, son effet, donc celle-ci dit que chaque adversaire choisit une carte et la défausse, une carte de sa main, et la défausse, puis on pioche une carte. Une action, c'est assez simple, mais il existe aussi certaines actions qui sont un peu particulières, qui sont des chansons. Alors ici, on retrouve la notation action, et juste à côté, chanson, et les chansons sont un peu particulières, puisque elles vont permettre, je vais prendre un personnage, par exemple Alice, hop,
Si j'ai Alice sur mon terrain et qu'elle était là au tour précédent, je peux faire chanter la chanson par Alice, ce qui m'évitera en fait de payer le coût de la carte. J'ai deux manières de jouer la carte, soit je paye le coût ici, soit je fais chanter un de mes personnages, en lui faisant chanter, donc je viens épuiser mon personnage, il chante la chanson et j'active l'effet de la chanson. Donc en fait, ça permet en un tour de pouvoir jouer plus de cartes. On utilise nos personnages comme ressources pour jouer des cartes, ce qui est très, très intéressant, une mécanique de jeu assez sympa dans l'Orcana. Alors comment se met en place une partie de l'Orcana ? Alors généralement on joue à deux, en 1 contre 1, mais on peut jouer aussi à plus de joueurs, en chacun pour soi, un peu comme le jeu Villainous, le jeu de société de Disney Ravensburger aussi. On va dire qu'ils ont repris un peu cet élément-là, de pouvoir jouer à plusieurs. Et en fait, on doit avoir un deck de minimum 60 cartes. Dans notre deck, il ne faut pas plus de 4 exemplaires d'une même carte. On peut évidemment jouer qu'un seul exemplaire d'une carte si on le souhaite, mais pas plus de 4. Ensuite, chaque deck est composé de 2 couleurs maximum. Donc là, on l'a vu, par exemple, il y avait la couleur bleue, qu'on appelle saphir, mais il y a aussi la couleur jaune, qu'on appelle ambre. Je vais vous montrer tout de suite les différentes couleurs que compose le jeu Lorcana. Alors voici les 6 couleurs que compose le jeu Lorcana. Donc on a le vert, qu'on appellera émeraude, le jaune ambre, le vert saphir, le bleu saphir, pardon, le rouge rubis, le violet améthyste et le gris qu'on appellera acier. Donc voilà, il faut, comme je disais, associer 2 couleurs pour pouvoir construire son deck. Si on le souhaite, on ne peut utiliser qu'une seule couleur, mais là, votre deck ne sera pas assez puissant, puisque le but étant de trouver des synergies entre 2 couleurs et de jouer évidemment les meilleures cartes. Maintenant, je vais vous expliquer les différents niveaux de rareté et leurs symboles, pour rapidement les identifier. Donc, qui dit jeu de cartes à jouer et à collectionner, type Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, dit forcément des boosters avec les cartes aléatoires. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans nos boosters quand on en achète. Donc ici, on a les cartes les moins rares qui sont les communes. Ensuite, les peu communes. Le triangle en bronze, ce sont les rares. Le losange argenté, ce sont les très rares. Et ici, en doré, nous avons les légendaires. Et ensuite, il y a un dernier niveau de rareté que je n'ai pas. Je n'ai pas de carte comme ça, ce sont les enchantés. Je vais vous montrer une carte qui est enchantée. Donc il y en a plusieurs, hein. Mais ici, par exemple, en fait, c'est une autre version de la Cendrillon juste ici, mais en carte enchantée. Donc on peut le voir avec le petit logo de rareté tout en bas, qui est en arc-en-ciel, on va dire. Et donc là, c'est le niveau de rareté ultime. C'est vraiment pour les collectionneurs principalement. Il y a, je dirais, une enchantée toutes les 3 ou 4 displays. Une display, c'est 24 boosters. Donc c'est relativement rare. Moi, j'en ai pas eu. J'ai ouvert 2 displays, j'en ai pas eu, malheureusement. Mais voilà, maintenant, vous avez tous les niveaux de rareté. Une fois que votre deck est construit, vous pouvez démarrer une partie avec quelqu'un. Pour commencer, vous choisissez qui commence de la manière dont vous le souhaitez, que ce soit pile ou face, pierre, feuille, ciseaux, lancer de dés. Là, il ne précise pas la manière pour décider qui commence. Les 2 joueurs piochent 7 cartes en main pour commencer. Et là, on fait ce qu'on appelle un mulligan. Un mulligan, qu'est-ce que c'est ? C'est on peut décider de renvoyer dans le deck des cartes de notre main de départ. On peut décider de renvoyer les 7 si on veut, ou une seule, 3 cartes. C'est vous qui choisissez en fonction de vos préférences et de ce que vous souhaitez avoir en main de départ. Et après, une fois que par exemple vous avez décidé de renvoyer 3 cartes dans votre deck, vous piochez 3 cartes pour qu'au début de votre tour, vous ayez 7 cartes en main. Au début, le premier tour du joueur qui commence, il a ses 7 cartes, il ne pioche pas de cartes supplémentaires. Ensuite, une fois que son tour est terminé, le joueur adverse jouera son premier tour aussi, mais lui piochera une carte. Prenons un exemple, comme si j'avais ces 7 cartes en main et que je devais commencer mon tour. Pour jouer des cartes, il faut avoir des cartes, ce qu'on appelle en réserve d'encre. Notre ressource s'appelle de l'encre. Pour cela, il faut prendre
parmi les cartes de notre main celle qui dispose de ce petit symbole autour du cou. Donc celles-ci ne l'ont pas et les autres l'ont. Donc on peut potentiellement les mettre en encre. Imaginons que je décide de mettre Alice en encre. Je dois la révéler à mon adversaire en la mettant sur le plateau comme ceci. Et ensuite, je viens la mettre face cachée. Voilà, je dispose maintenant d'une ressource en réserve d'encre. Alors faites bien attention à bien choisir les cartes que vous décidez de mettre en encre, puisque ensuite pour le reste de la partie, vous ne pourrez pas les récupérer en main, donc vous ne pourrez pas les jouer. Elles resteront dans cette réserve d'encre. J'ai une carte en réserve d'encre, je peux ensuite décider de jouer Cendrillon, puisqu'elle a un coût de 1. Pour cela, je dois ensuite épuiser en venant coucher ma carte. Et là, ça veut dire que ma ressource est épuisée. Pendant ce tour, je ne peux plus l'utiliser. J'ai joué mon personnage. Il a ce qu'on appelle le mal d'invocation. Ça veut dire que le tour où mon personnage vient d'arriver, il ne peut pas réaliser d'action. S'il a un effet qui dit lorsqu'il arrive en jeu, faites telle ou telle chose, là évidemment l'effet s'active. Mais sinon, je ne peux pas faire d'action particulière avec mon personnage. Par exemple, je ne peux pas non plus lui faire chanter de chansons. Donc là, j'ai joué mon personnage, j'ai mis une carte en encre. Je précise, on ne peut mettre qu'une carte de sa main en encre par tour. Et je dis à mon adversaire de jouer. Il fait son tour, il pose une carte en encre, il joue par exemple un objet ou un personnage. Et là, c'est à mon tour. Je pioche une carte. Je redresse mes ressources, donc ma réserve d'encre. Et là, c'est à moi de jouer. Je décide par exemple de mettre la carte hypnotisée en encre, puisqu'elle a le symbole de la spirale. Hop, je dévoile à mon adversaire et ensuite je peux la placer dans ma réserve d'encre. Et là, je peux décider de jouer une autre carte. Et donc, je joue une carte pour 2, j'épuise mes 2 ressources. Et là, ma Cendrillon était présente sur le terrain au tour précédent. Je peux décider de faire plusieurs choses avec mon personnage. Je peux décider soit de venir défier un personnage adverse. Donc là, je vais épuiser mon personnage et attaquer un personnage adverse. Imaginons que l'adversaire a un personnage en face qui est épuisé. Je précise épuisé, pourquoi ? Puisque on ne peut attaquer uniquement un personnage qui est épuisé. Donc j'épuise ma Cendrillon pour pouvoir attaquer son personnage et lui infliger un point de dégâts. Si mon adversaire a également un personnage qui n'a que 1 d'attaque, ma Cendrillon subira un point de dommage. Si son attaque est égale à mes points de vie ou supérieur, mon personnage Cendrillon sera donc banni et ira à la défausse. Donc ça, c'est le défi. Comme je précise, on ne peut pas défier des personnages redressés. Si l'adversaire a un personnage qui n'est pas épuisé, je ne pourrai pas venir le défier. Si je ne veux pas faire de défi avec ma Cendrillon, je peux décider de partir à l'aventure. Partir à l'aventure, qu'est-ce que c'est ? Je vais venir épuiser ma Cendrillon, ce qui pourrait la rendre vulnérable à un défi, mais je vais collecter un point de l'or. Un point de l'or représente le petit symbole juste ici sur la carte. Quand je décide de la coucher comme ça et de dire que Cendrillon part à l'aventure, je collecte un point de l'or. C'est le premier arrivé à 20 points de l'or gagne la partie. Et là, moi j'ai joué Prince Eric, mais comme il vient d'arriver, il a le mal d'invocation. On dit que son encre doit sécher pour pouvoir faire une action. Sinon, avec ma Cendrillon, je peux aussi décider de ne rien faire. Ne rien faire n'est pas forcément une erreur, puisque ça permet en fait de protéger ces personnages d'un défi. Donc si je veux que ma Cendrillon ne risque pas grand-chose, je préfère la laisser redresser. Donc voilà comment se passe un tour. Je peux décider de faire les actions dans l'ordre que je veux. Par exemple, une fois que mes ressources sont redressées, je peux décider de jouer un personnage avant de pouvoir placer une carte en encre, ou inversement, je peux décider de jouer une action, puis après un personnage et enfin un objet. Il n'y a pas d'ordre particulier pour jouer ces cartes. On peut aussi décider en début de tour de faire un défi, puis après de jouer des personnages. Vraiment, il n'y a pas de phase de jeu. Ce qui permet en fait une plus grande flexibilité pendant le tour. C'est vraiment une très bonne chose dans le jeu, parce que ça permet finalement de faire des combos, des synergies assez facilement
grâce à cette liberté. Maintenant, je vais vous expliquer les différents mots-clés qui existent dans le jeu. Par exemple, vous voyez ici que Cendrillon a le mot-clé mélomane, avec une valeur à côté. Mélomane, ça veut dire que ce personnage peut chanter des chansons d'un coût supérieur au coût de la carte. Par exemple, j'ai la chanson Perdue dans l'hiver en main, qui coûte 3, donc en toute logique, je ne pourrais pas faire chanter un personnage qui a un coût inférieur à 3, puisque chaque chanson dit, par exemple celle-ci dit, vous pouvez épuiser un personnage coûtant 3 ou plus pour chanter cette chanson. Donc techniquement, par exemple, mon prince Eric ne peut pas chanter Perdu dans l'hiver, mais Cendrillon a la capacité Mélomane 3 qui dit qu'elle peut chanter des chansons d'un coût de 3 ou moins. Ensuite, Prince Eric a la capacité offensif, plus une valeur. Donc ici, offensif plus 2. Lorsque Prince Eric va attaquer un adversaire, il aura plus 2 d'attaque, ce qui veut dire que ça sera une 3 d'attaque, 3 de vie, en venant épuiser. En revanche, s'il est épuisé et que mon adversaire vient l'attaquer, là, la capacité offensive plus 3 n'est pas prise en compte, puisque c'est pas lui qui initie le défi. Ensuite, il y a d'autres mots-clés. Ici, on a la carte Félicia qui a le mot-clé combattant, qui signifie que ce personnage ne peut pas partir à l'aventure pour collecter des points de l'or. Donc on voit bien, Félicia n'a pas de jetons l'or. Et il doit même défier à chaque tour s'il le peut. Ça veut dire que si l'adversaire a un personnage épuisé sur le terrain adverse, je vais devoir attaquer avec ce personnage. Ensuite, il y a la capacité charge. Donc ici, mon Rafiki a cette capacité. Ça veut dire que dès qu'il arrive en jeu, il peut aller directement défier un personnage adverse. J'ai pas besoin d'attendre un tour, il peut aller directement défier un personnage. Par contre, il ne peut pas aller partir à l'aventure et collecter un éclat de l'or le tour où il est joué. Ensuite, le mot-clé hors d'atteinte. Donc ici, Bucky a la capacité hors d'atteinte, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être choisi par un effet de mon adversaire. Beaucoup d'effets de personnages, d'actions ou de chansons disent choisissez un personnage et par exemple infligez-lui 3 dommages. Bucky, lui, est protégé par ce type d'effet. Mon adversaire ne peut pas le choisir, ne peut pas le cibler pour des effets. Il y a la capacité insaisissable, très intéressante. Pourquoi ? Puisque un personnage insaisissable, même lorsqu'il est épuisé, ne pourra pas être défié par un personnage de mon adversaire, à moins que le personnage de mon adversaire ait également la capacité insaisissable. Je vais vous lire l'effet insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Ensuite, on a l'effet soutien, qui dit que lorsque ce personnage part à l'aventure, il va pouvoir donner sa valeur d'attaque à un autre personnage sur notre terrain. Donc cette fonction-là, elle ne fonctionne finalement que si on a un autre personnage sur notre terrain. Ici, la capacité rempart. Lorsque mon personnage arrive en jeu, il peut arriver en jeu épuisé, et lorsque ce personnage est épuisé, sa capacité rempart s'active, et donc mon adversaire devra forcément, s'il veut défier mes personnages, il devra d'abord défier mon Hercule qui a la capacité rempart. Je vais lire les faits. Ce personnage peut rentrer en jeu épuisé. Lorsqu'il vous défie, un personnage adverse doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec rempart. Ensuite, il y a la capacité Alter. Alors, Alter, c'est un petit peu compliqué. Hop, je vais retirer toutes ces cartes-là pour mieux vous expliquer. Donc là, par exemple, ma Cendrillon, Cœur Vaillant, a la capacité Alter 5. Alter 5, ça veut dire que je peux payer uniquement 5 points de l'or pour pouvoir jouer ce personnage, mais il faut qu'elle arrive par-dessus une autre Cendrillon. Donc là, par exemple, sur mon terrain, j'ai la Cendrillon à 1. Et bien, pour 5, je peux décider de jouer, hop, par-dessus une autre Cendrillon. Ça a plusieurs avantages. Déjà, ma Cendrillon ne me coûte pas 7, elle me coûte 5 pour être jouée, donc ce qui est plutôt intéressant. Et en plus de ça, ma Cendrillon était là au tour précédent. Ma Cendrillon pour 7, coût payé à 5, sera considérée aussi comme étant présente au tour précédent, et donc va pouvoir soit défier, soit partir à l'aventure ou chanter une chanson directement. Il n'y aura pas besoin d'attendre un tour pour pouvoir faire ses actions avec le personnage Cendrillon. Donc vraiment, ça permet en fait d'accélérer le jeu
Dernier mot-clé qui dispose la Cendrillon à la résistance plus une valeur, donc la résistance plus 2, ce qui veut dire que les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2, donc il faudra lui mettre 3 dommages pour ne serait-ce lui enlever un point de vie. Je voulais aussi vous montrer les différents symboles qui existent sur une carte, et je vais prendre celle-ci puisqu'elle regroupe finalement ces différents symboles. Donc ici, on peut voir le symbole d'épuisement. Ici, on voit le symbole d'épuisement. Ça veut dire que pour faire son effet, il faut épuiser cette carte et payer 2 ressources. Et en fait, la ressource, c'est l'encre. Donc il faudra épuiser mon objet et payer 2 pour pouvoir faire son effet qui dit je choisis un personnage et il gagne plus 1 d'attaque. Donc ça, c'est le symbole attaque pour chaque jeton dommage sur lui pour le reste de ce tour. Donc cette carte-là est plutôt intéressante pour vous montrer en fait les différents symboles. Donc oui, un objet, hein, quand il est sur notre terrain, on peut devoir l'épuiser pour pouvoir activer son effet aussi si la carte le demande. Voilà, je crois avoir expliqué toutes les facettes des règles du jeu. Comme je dis, le but étant de partir à l'aventure avec ses personnages, de collecter les éclats de l'or, et au bout de 20 éclats de l'or, on gagne la partie. On va mettre tout ça en pratique. Il y a le simulateur Pixelborn qui en fait permet de jouer à l'Orcana sur ordinateur et d'avoir accès à toutes les cartes du jeu et de pouvoir construire des decks très facilement et de jouer en ligne avec d'autres joueurs, ce qui est plutôt cool. Allez, c'est parti. Allez, on est parti sur Pixelborn. J'ai choisi un deck justement qui joue un peu tout type de cartes, des personnages évidemment, des objets, des chansons, des capacités, résistance, alter, voilà, un peu de tout pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc on lance une partie et on cherche un adversaire. Alors, comme je disais au début, on pioche cette carte. Là, c'est marqué qu'on commence en premier. Et là, je vais faire le mulligan. Donc, je vais décider de renvoyer des cartes dans ma main. Donc là, j'ai la reine, 2 fois la reine, mais avec la capacité alter, ce qui est plutôt cool. On va la garder. Et on va garder ce rêve bleu qui est une bonne chanson. Ok, on est pas mal. Je pense qu'on va ancrer le Stitch pour le coup. Donc là, j'ai pas mal de cartes non ancrables en main, donc ce qui peut être un problème pour la suite du jeu. Mais ici, mon Stitch est ancrable, donc je le sélectionne et je vais le mettre dans ma réserve d'encre. Donc mon adversaire voit quelle carte j'ai mis en encre, et ensuite je peux jouer ma reine pour 1. Hop, ici, j'ai bien utilisé ma carte qui était en réserve d'encre, j'ai bien 0 sur 1 de réserve d'encre. Donc ici, j'ai passé mon tour, il a pioché sa carte. Donc lui, il a 8 cartes en main au début. Moi, j'en ai que 7, mais j'ai commencé en premier. Donc là, il m'a montré sa carte qu'il mettait en encre. Donc il joue rouge, rubis, et il a mis un Aladdin pour 7 en encre. Donc là, j'ai encore pioché une carte non ancrable. Donc ça peut commencer à être compliqué. Je pense que je vais devoir ancrer quand même ma reine. Ah, quoique ma reine pourrait chanter. Je vais mettre Ariel en encre. Et je vais jouer Ariel. Et là, je vais la... En fait, elle coûte 5. Mais comme j'ai déjà un personnage, la reine, en jeu, je peux faire sa capacité Alter 2 qui dit que au lieu de payer 5, je vais payer 2 pour la jouer. Et en plus de ça, directement, je peux partir à l'aventure avec ce personnage. Donc là, elle a 2 symboles éclats de l'or sur la carte. Donc, je viens de gagner 2 éclats de l'or. Bon, par contre, s'il me gère ma reine, je suis vraiment pas bien. Donc là, il joue rubis améthyste. Ok. J'ai encore pioché une carte non ancrable, donc là, ça craint un peu pour moi. Je pense que je vais devoir jouer mon objet pour 2. Et ensuite, chanter une chanson. Donc je vais épuiser la reine qui va chanter la chanson. Parce que normalement, je n'ai plus de réserve d'encre pour jouer mes cartes en main. Mais là, j'ai que des chansons. Et la reine a un coût de 5. Donc je peux chanter mes chansons d'un coût de 5 ou moins. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, ça va devenir trop compliqué. S'il arrive à gérer ma carte la reine, ça va être trop compliqué pour moi. Donc, je décide d'épuiser un de mes personnages pour chanter la chanson.
Et là, la carte dit on défausse sa main et on pioche cette carte. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je vais ensuite activer l'effet de mon objet qui dit que je peux l'épuiser et si j'ai joué une chanson ce tour, je gagne un éclat de l'or. Donc là, c'est le cas. Et je vais mettre Cendrillon en encre et jouer un Stitch. Hop, voilà. Donc là, par exemple, comme je vous ai dit, on peut faire toutes les actions qu'on veut dans l'ordre de notre choix. Par exemple, j'ai joué mon personnage la reine, j'ai chanté une chanson, et ensuite... Non, j'ai joué mon objet, j'ai chanté une chanson, et après j'ai pu mettre une carte en encre et rejoindre un personnage. Voilà, j'ai vraiment fait dans l'ordre de mon choix. Ok, donc là je pense qu'il a fait une erreur puisqu'il n'est pas parti à l'aventure avec son Pinocchio avant de faire l'effet de sa carte. Je pense qu'on va jouer Ariel. Et on va prendre un Ce rêve bleu. Je vais mettre en encre mon Stitch, puisque je n'ai plus le Stitch. Et je vais jouer... Je vais chanter la chanson Perdue dans l'hiver, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. Pas sûr. En anglais, c'est Let the Storm Rage On. Mais en français, c'est pas les mêmes noms. C'est pas la traduction littérale. Donc je fais chanter la reine et je vais infliger 2 points de dommage à un personnage et piocher une carte. Ok. J'ai joué une chanson, je peux activer l'effet de mon objet. Hop, je passe mon tour. Donc voilà, je pense que maintenant, avec ces 3-4 tours qui viennent de se passer, vous avez compris les règles du jeu. Je pense que c'est assez simple. Le jeu est assez simple à prendre en main. Après, il est difficile de créer des decks vraiment efficaces. Le jeu a un potentiel de deck building vraiment très intéressant. Je pense qu'on va le faire. Hein. De toute façon, faut aller chercher les flûtes, les objets. Voilà, parfait. On a des flûtes. On a une Cendrillon qu'on va faire son effet. Parfait, on va défausser une Cendrillon. J'ai joué une chanson. Hop, je fais 2 fois l'effet de mon objet. Voilà, là je gagne beaucoup de points de l'or comparé à mon adversaire. Je le laisse pas trop jouer vu que et mettre sa stratégie en place grâce à ma carte Ce rêve bleu. Je pense que ça l'a quand même un peu embêté. Et ensuite, potentiellement, au tour d'après, je peux jouer ma Cendrillon. Vu que j'ai une Cendrillon sur le terrain, je pourrais faire la capacité Alter 5 pour pouvoir jouer ma Cendrillon qui coûte 7, mais payer seulement 5 pour la jouer. Et avoir vraiment une très bonne carte sur mon terrain. Donc là, il vient de jouer un personnage qui est insaisissable. Donc mes personnages ne peuvent pas l'attaquer. Même si la mini, là, même si elle est épuisée, je ne peux pas l'attaquer. Donc c'est un peu problématique pour moi. Je vais donc jouer une carte qui va lui mettre des dégâts directement. Du moins, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que la reine, je vais la mettre en encre. Et je vais aller jouer ça. Je vais chanter la chanson. Je vais faire chanter Ariel. Et je vais mettre 3 dommages à la mini. Hop, comme ça c'est fait. Ah, j'aurais dû jouer Cendrillon avant. J'ai mal joué. J'ai mal joué. Bon. Après, il joue rouge. Rouge, à partir de 7, il peut raser mon board. Je pense qu'on va quand même la jouer. On va quand même la jouer. Et puis, on va partir à l'aventure. On va... Ah, ok, bon, ça, on s'en fout. On va maximiser nos chances de gagner des points. Ah bah voilà, il vient de se rendre. J'ai été trop rapide en fait pour lui. Lui, c'est un deck un peu plus contrôle. Et donc, j'ai été plus rapide que lui. Et du coup, j'ai gagné. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous aurez appris les règles du jeu si vous ne les connaissiez pas déjà. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous le souhaitez, un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur les différentes vidéos qui concernent l'Orcana. Donc que ce soit des decks, des ouvertures, des actualités aussi autour du jeu.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine pour des futures vidéos. Salut!